Bonjour les amis, nous continuons le manoir intitulé « L'anneau brisé », ce mariage échouera de toute façon. Partie 2. Toutes les filles rêvent de ce bel homme. Mais il ne veut que sa femme qui a prévu de s'enfuir loin de lui. Pourquoi? S'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous si vous aimez cette vidéo. Cela aidera vraiment la chaîne. Vous pouvez regarder les épisodes précédents dans la liste de lecture ou dans la description sous cette vidéo. Alors, il est temps de commencer. L'histoire de l'héroïne elle-même est différente de son point de vue. La première vie d'Inès a été interrompue à l'âge de 26 ans. La durée de la vie n'est connue que des morts, et c'est ainsi qu'elle a pu connaître la durée de la sienne. La jeune fille connaissait la réponse puisqu'elle était déjà morte, mais la source du savoir qu'elle avait acquis n'était pas seulement la mort. Après tout, sa première vie s'est terminée à 26 ans. C'était le résultat de ses propres décisions, et de celles de personne d'autre. Cela s'était passé il y a longtemps, mais le sentiment de désespoir qu'elle avait éprouvé à l'époque était encore frais dans son esprit. Elle se souvenait de la dernière chose qu'elle avait vue, à savoir l'air idiot du prince, et du chaos qui s'était ensuivi au 26. La seule et unique fille du duc de Valestena avait acquis son statut en appartenant au Grande d'Ortega. Elle était née dans l'une des familles les plus puissantes de l'Empire et était une dame qui appréciait les bijoux extravagants. Pour satisfaire les goûts raffinés de sa fille, le duc n'a pas lésiné sur les moyens, ce qui a permis à Inès de devenir une figure de proue permanente de la mode dans la ville de Mendoza. À l'époque, les femmes de la noblesse appliquaient régulièrement une poudre presque toxique sur leur peau pour la rendre pâle, mais peu après que l'héroïne soit revenue d'un voyage d'été avec une peau couleur de bronze, le bronzage a gagné en popularité. Inès mène une véritable vie sociale. Chaque semaine, les magazines glorifiaient la dignité de l'épouse du prince héritier. Elle était aimée du prince héritier et vivait comme une belle jeune princesse. À cette époque, Inès était si heureuse dans sa vie parfaite qu'elle s'efforçait de la rendre encore plus parfaite. La jeune fille épuisait ses couturières pour créer de nouvelles robes et étudiait un grand nombre d'invitations pour décider des événements qui non seulement amélioreraient sa réputation, mais lui permettraient également de devenir le centre de l'attention. À la recherche d'une taille fine, Inès sa femme, mais veut faire croire à son entourage qu'elle est née ainsi. Elle se donne donc en spectacle en mangeant de grandes portions de nourriture lors de dîners officiels. Mais après, l'héroïne avait la nausée. Vivait-elle une vie normale? Inès n'en est pas sûre. C'est alors que les doutes commencent à naître en elle. Elle n'arrivait pas à savoir si c'était pour devenir l'épouse parfaite, ou si elle se servait simplement de lui pour y parvenir. Mais Inès l'aimait. Elle l'aimait, même si cela ne faisait que quelques années et qu'elle était tombée dans le piège de ses ignobles mensonges. Et les raisons de son amour étaient enracinées dans sa propre vanité, et elle aimait vraiment la réputation et le statut. Comment cela peut-il être de l'amour? Comment pouvait-elle éprouver ce léger sentiment pour quelqu'un comme lui? La jeune fille avait fait 4 fausses couches, et chaque fois qu'elle perdait un enfant, la famille impériale et l'impératrice le lui reprochaient, l'accablant de mépris et d'attaques. C'est ainsi qu'Inès a vécu pendant 10 ans. Oscar n'a jamais pris sa défense et a ignoré ses demandes de réconfort. En fait, il en vint même à conclure que sa femme était née avec un utérus maudit. Bien que sa vie semble éblouissante de l'extérieur, la protagoniste se meurt de l'intérieur. Après le mariage, il était difficile de qualifier sa vie de normale. C'est ainsi qu'Inès a découvert que son époux, pas du tout gâté, avait contracté toutes les maladies possibles en raison de ses mœurs légères, et que c'était la cause de la mort de ses 4 enfants. Quand elle a été tourmentée par le souvenir de toutes ces nuits horribles où son ignoble mari l'avait prise de force, enceinte, ignorant ses tentatives de refus, uniquement pour se satisfaire lui-même. C'était le seul homme qu'elle ait jamais connu, et maintenant son corps était souillé par la preuve de toutes les nuits obscènes qu'Oscar avait passées avec d'autres femmes. Inès n'avait rien fait de honteux dans sa vie, mais elle était quand même punie. Pour avoir épousé un être humain, un monstre. Mais il y avait quelque chose de pire que les maladies qu'il endurait, son désir d'eux. Il en était bien conscient, mais il n'avait jamais hésité à se satisfaire aux dépens de son humble épouse. Qu'il s'agisse de sa femme ou de la conception d'un héritier ne le préoccupait pas. Il ne le faisait même pas pour l'ennuyer. Oscar n'y pensait tout simplement pas. Quand Inès regarde sa vie en arrière, elle considère ses 4 fausses couches comme une bénédiction. Si un seul bébé était rejeté, le péché serait irréversible. Son esprit n'a jamais été aussi clair. Le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant est sa seule consolation.
Oscar avait dit que personne dans sa lignée n'avait jamais divorcé auparavant, qu'il ne pouvait pas être le premier perdant de la famille impériale. Alors maintenant, elle va changer cela. Il allait être le tout premier prince à pousser sa femme au suicide. Inès allait le faire parce que vivre avec lui la dégoûtait. Et elle ne pouvait pas passer une minute de plus avec quelqu'un comme lui. C'est ainsi que l'héroïne a marqué sa vie d'une empreinte sanglante. Personne n'aurait pu trouver une issue plus paisible, car sa mort n'avait fait de mal à personne, pas même au prince héritier, qui ne valait guère mieux qu'un rat d'égout. S'il a souffert de quelque chose, c'est du testament d'Inès, dans lequel elle a révélé tous les détails de ses sordides escapades sexuelles. Elle ne s'attendait pas à recevoir une quelconque compensation, elle espérait simplement que s'il y avait un Dieu, elle aurait la chance d'être dans un meilleur endroit. Et sur ce, la protagoniste ferma les yeux, déterminant par elle-même que cela ne la ferait pas changer d'avis. Ainsi, se réveillant sur le terrain de chasse où elle avait passé son enfance, Inès n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Elle se mit à courir, respirant l'air frais et observant l'étendue verte tandis que le vent jouait avec ses cheveux noirs. Le garçon, une réplique exacte d'elle, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Inès, elle, pleurait parce qu'elle ressentait la douleur. C'était son rêve. Il était encore si jeune. Qui aurait cru que le grand Luciano Valestona était un gamin de 19 ans? Le frère aîné de l'héroïne la regarda avec méfiance lorsqu'elle recommença. La jeune fille se comportait de manière très étrange aujourd'hui. Peut-être Inès avait-elle pris par erreur les médicaments de sa mère? Les domestiques pensaient que c'était à cause du mariage qui approchait. Luciano était d'accord avec cette position, sauf qu'Inès elle-même disait qu'elle était impatiente d'assister à cet événement. Juana était également jeune et belle à ses yeux. Elle venait d'avoir 17 ans cette année. Son frère a essayé de l'arrêter, car elle avait l'air d'un vieil homme pervers qui convoitait des jeunes filles. Toute sa vie à Pérez s'était terminée quand elle avait eu 16 ans. Au moment où il a jeté le voile sur sa tête. À partir de ce moment-là, Inès n'a plus pu revenir en arrière pour le reste de sa vie. Et ce qui lui était cher, le beau jardin où elle jouait avec Luciano, et cette place au sommet du château, tout cela n'était plus qu'un souvenir. Inès n'avait aucune idée de la façon dont les choses se passaient ici, de la façon dont les gens qu'elle avait laissés derrière elle avaient changé. Mais à présent, tout cela lui apparaissait à nouveau, comme avant. L'héroïne a passé tout le printemps dernier à Pérez. C'était il y a 10 ans. C'est toujours la même période de l'année à Balestan. Et maintenant, elle se rend compte que le printemps n'est pas encore terminé. Luciano a annoncé que dans 4 mois, elle serait mariée au prince héritier et que dans 2 semaines, la jeune fille partirait pour Mendoza. Tout le monde ici va lui chercher des défauts. Après tout, le prince Oscar était déjà trop bien pour elle, son frère a compris que sa sœur ressentait la pression, cependant. Inès l'a interrogée sur qui d'autre était trop bien pour qui. On aurait dit qu'elle faisait une crise de colère. La jeune fille s'est jetée sur Luciano et a commencé à le frapper. Tout cela semblait trop vrai pour être réel. Mais à 26 ans, la vie de la protagoniste était déjà si désespérée. Elle avait été naïve à 16 ans lorsqu'elle rêvait d'être la femme d'Oscar, mais rien de tout cela n'était un rêve. Inès est revenue à l'époque où elle avait 16 ans. Et le mariage était dans 4 mois. Sa vie ne s'était donc pas encore écroulée. Elle est récompensée pour sa patience. C'était l'occasion de se suicider proprement avant d'aller au paradis. C'est du moins ce qu'Inès avait cru pieusement à l'époque. À l'époque, lorsqu'elle avait connu la mort pour la première fois. Ils étaient fiancés depuis 10 ans et le mariage approchait à grands pas, alors la jeune fille savait à quelle réaction s'attendre. À ce moment-là, Oscar était pratiquement un saint, froid et sobre d'esprit. Il était le prince héritier qui gardait sa chasteté pour la partager avec sa fiancée lors de leur nuit de noces. Qui le croirait si le personnage principal lui disait que 2 ans plus tard, il fréquenterait les bordels? Et qu'il serait infecté par une maladie vénérienne? Il n'était pas nécessaire de gaspiller cette précieuse opportunité dans une lutte vaine. Inès ne veut pas se remarier avec Oscar. Et pour éviter cela, elle aurait dû être plus rusée. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la maîtresse était amoureuse d'un portraitiste. Mais elle était mineure et l'homme était extrêmement beau. Qu'était-il donc advenu de la femme qui avait docilement accepté un mariage aussi honorable et qui était restée avec lui? Elle a senti que l'amour pouvait éclipser le mariage raté de sa première vie.
Et lorsque le véritable amour fit irruption dans sa vie, l'héroïne fut emportée en un instant. C'est cet homme qui l'a couverte de compliments alors qu'il était allongé sous elle. Depuis qu'il l'a vue pour la première fois, il a toujours su qu'il serait impuissant. Il ne pourrait jamais s'empêcher de tomber amoureux d'elle, faisant même couler des larmes sur son visage. Il s'appelait Emiliano. La jeune fille de 16 ans avait disparu de Pérez avec lui, et même s'ils étaient sans le sou, elle avait vécu une vie heureuse pendant 4 ans. Jusqu'à ce que son frère aîné les retrouve. Emiliano a réussi à s'échapper un moment avec l'aide d'un autre homme, mais il est revenu sur ses 2 pieds pour mourir devant elle. La fille du duc de Valestena s'était enfuie avec ce pauvre homme, pour revenir ensuite en tant qu'enfant. C'était une honte, mais heureusement l'impératrice était si clémente. Luciano aurait dû la surveiller de près. Il devait s'assurer que son mariage avec le comte Almenara se passe bien, et quant au rejeton qu'elle avait mis au monde, il voulait s'en débarrasser. Et le frère aîné a promis de s'occuper de lui. Inès, tout en écoutant ce qui se passait, ne voulait pas que son enfant souffre dans un endroit étranger. Parfois, un seul nom peut changer le monde entier. Il s'appelait Emiliano. Il était la seule couleur dans son monde qui n'était composée que de noir et de blanc. Aujourd'hui, elle le supplie de ne pas l'oublier. L'homme qui avait changé son monde ne pouvait plus y exister. C'était un plan parfaitement réfléchi. La protagoniste avait même choisi un bel homme à épouser pour qu'il la trompe. Tout cela pour devenir la femme du duc Escalante, qui par hasard ne vit pas avec lui. Carcel se considérait comme plus fidèle qu'elle, et n'aurait donc jamais trahi sa propre famille. Dans la vraie vie, Inès se demandait si elle avait fait quelque chose de mal. Quelle erreur avait-elle commise? Son plan avait été élaboré pendant 17 ans, il ne pouvait donc pas s'écrouler comme ça. Alors pourquoi Carcel la trahissait-il? Enfin, cet homme à femme s'est décidé à s'installer. Hier, il a même envoyé une lettre pour demander la main de madame. Mais c'est son désir qui pose problème. Juana ne comprend pas bien son raisonnement, mais le lieutenant est parfait. Il était seulement coupable d'être un coureur de jupons, mais il avait promis de travailler sur son comportement. Cependant, Inès l'avait entendu 1000 fois, et elle ne voulait pas l'entendre de sa bouche. Dans sa jeunesse, l'héroïne avait éprouvé de tendres sentiments pour cet homme, mais aujourd'hui, elle ne voulait même pas l'entendre, et elle n'avait pas beaucoup d'huile aux pieds surtout. Sa maîtresse détestait en avoir sur les pieds. Juana remarqua que c'était la première fois qu'elle faisait cela pour elle, alors comment pouvait-elle le savoir? Inès changea brusquement de sujet, avouant qu'elle aimait bien l'actuelle Escalante. La jeune fille a même suggéré que sa maîtresse aimait le voir flirter avec d'autres femmes. Et ce regard? Son fiancé avait dit qu'il n'en avait pas besoin. Peut-être avait-il dit une phrase ou 2 pour l'apaiser avant le mariage. Mais bon, c'était un soldat, il était donc peu probable qu'il fasse de telles déclarations aussi facilement. Inès, quant à elle, pensait que tout le monde mentait. Les soldats mentent tout le temps à leurs supérieurs, même les prêtres en qui Juana avait une telle foi ont dû mentir de temps en temps. Mais elle avait raison sur un point. Après tout, Escalante n'avait dit cela que pour lui faire plaisir. Il ne faisait que tisser ce qu'il pouvait. Carcel ne pourrait jamais changer. Un félin ne peut pas soudainement devenir un homme. Si un chien dit qu'il deviendra humain demain, le fera-t-il? La dame se parlait encore à elle-même. Inès n'avait pas tort, ses efforts ne seraient donc pas vains. Quelqu'un avait obtenu toutes les informations. Pourquoi se montrait-il toujours aussi méfiant? Carcel le repoussait lorsque l'homme parlait d'informations confidentielles. Inès n'avait vraiment personne. La dame était connue pour sa pudeur et sa chasteté, c'est pourquoi le chat lui avait dit qu'il était impossible qu'elle ait un homme. Et d'après la souris, sa position lui permettait de garder un œil sur tous les visiteurs privés de la résidence de la famille Valestena, et elle racontait. La tête d'Escalante bouillonnait déjà de ses surnoms. Mais il se demandait encore qui était cet homme. Carcel voulait seulement connaître son identité, et peut-être, si possible, le voir en personne. La jeune fille portait un masque d'indifférence, comme si elle ne verserait pas une goutte de sang si elle se blessait, mais il se demandait si elle avait déjà montré un sourire éclatant à quelqu'un d'autre. La réputation de la dame était impeccable, de son comportement à sa façon d'être. Parfaite en tout. Sauf que le conférencier avait obtenu ces informations de personnes appartenant à sa famille. Comme on le savait,
la surveillance était sa première fois. Ainsi que celle du lieutenant. Ce qu'il faisait, Carcel n'y croyait pas lui-même. Il avait déjà l'impression d'avoir commis presque le crime du siècle en ordonnant à son subordonné d'espionner sa fiancée. Bien sûr, au terme de cette pathétique entreprise, son subordonné avait obtenu l'information bien plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. Mais, comme on pouvait s'y attendre, il n'y avait rien de spécial. Et la réponse était évidente. Alors pourquoi le protagoniste se sent-il soulagé? Est-il possible que sa fiancée soit tout simplement incroyablement méticuleuse? José entendit toutes les servantes rire de cette idée. Elle disait qu'elle voyait les hommes comme des moucherons. D'ailleurs, l'homme s'était renseigné, mais personne n'avait dit quoi que ce soit d'inquiétant. Oui, et c'était comme si les femmes que Carcel avait rencontrées dans le passé avaient fait leur propre vérification sur la dame, espérant trouver son point faible. Pour une raison ou une autre, les servantes semblaient être habituées à répondre à ce genre de questions. José n'avait aucune idée du nombre de fois où ces dames avaient été interrogées, puisque son enquête n'avait pas éveillé de soupçons. Mais Inès Valestena s'était désolidarisée de sa nature. L'homme n'imaginait pas qu'une telle chose puisse se passer dans son dos. Ces femmes cherchaient des failles chez sa fiancée, qu'il n'aimait même pas. Elles voulaient s'en servir contre elle. Qui d'autre a blâmé que lui-même? C'est son visage. Mais cela ne se reproduira plus. José se demande si le lieutenant a renvoyé la lettre de demande en mariage, mais que ferait-il en cas de faiblesse? Le garçon décida que le gentilhomme avait l'intention de rompre les fiançailles. Mais une promesse est une promesse. Surtout quand il s'agit d'un mariage. Carcel expira et expliqua qu'il ne verrait pas d'un mauvais œil qu'elle est un homme. Après tout, il avait lui-même eu beaucoup de femmes. Il serait déraisonnable de sa part de dire qu'il ne pouvait pas se marier parce qu'il soupçonnait sa fiancée d'avoir des aventures à côté. De plus, qu'il veuille ou non se marier, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'avait jamais envisagé une vie où il ne serait pas marié à Inès. Carcel avait l'intention de retourner à Calstella après le mariage, qui aurait lieu dans les 2 semaines à venir. C'étaient les plus longues vacances qu'il pouvait prendre cet été. José devait également revenir, et il a donc dû utiliser toutes ses vacances, y compris les vacances d'hiver. Un dîner fut organisé à la résidence de la famille Valestena alors que le mariage n'était plus qu'à 10 jours. Le duc, quant à lui, fit grésiller Carcel du regard, car il avait entendu dire qu'il avait gardé un style de vie discret. Ses frasques étant connues dans tout Mendoza, c'était un homme sourd. Luciano était d'accord. La nervosité de Carcel. Il expliqua qu'il n'arrivait pas à penser clairement, ce qui fit penser au duc que ce type ne pensait pas du tout. Pendant tout ce temps, il avait supposé qu'Escalante était un simple traître, mais il semble que la nature l'ait également privé de cervelle. Si l'absence de bienfaiteur était considérée comme un talent, alors il serait certainement le plus grand des génies. Comment un tel imbécile pouvait-il se considérer comme digne de la main de sa fille? Carcel, quant à lui, était couvert de sueur froide. S'il devait prendre officiellement Inès pour épouse, il ferait tout pour ne pas décevoir sa majesté. Or, l'homme est déçu par sa seule présence. L'héroïne elle-même observait silencieusement la situation tout en partageant son repas. Le duc avait observé le jeune homme toute la soirée, et le voir respirer lui causait un véritable supplice. Soudain, Inès frappe sur la table, exigeant que tout s'arrête. D'autant plus que son père avait lui-même invité un convive. Le duc s'enflamma littéralement devant la réaction de sa fille, qui restait décontractée. Léonel aurait pu lui ouvrir le crâne, mais il ne l'a pas fait. Il avait même changé ses plans pour lui offrir un dîner digne de ce nom. Auparavant, l'homme n'avait rien fait, uniquement à cause de son comportement. Ce petit homme avait simplement crié qu'il ne la prendrait pas pour épouse. La rumeur disait que c'était le cas, mais en fait, ils allaient se marier, et Inès demanda donc à laisser Carcel tranquille. Le garçon lui-même n'arrivait pas à croire que la mère d'Inès ait bu autant d'alcool fort dans une telle situation. Il lui semblait que personne n'avait beaucoup mangé ce soir-là et qu'elle était la seule à apprécier le repas. Léonel fut encore plus en colère lorsque Carcel daigna prendre la parole. Il n'avait pas dit un seul mot flatteur à sa future épouse de toute la soirée. D'après le duc, Escalante pouvait dire qu'elle était particulièrement belle ce soir, que la robe pâlissait devant sa beauté. C'est pour cette raison que le seigneur a souligné avec force qu'Inès était déjà belle.
Le père de la jeune fille s'emporta contre les paroles de celui qui vendait son corps pour un sou, car il ne tolérerait pas que sa fille soit négligée. Avant la fin de ses années de jeunesse, ils avaient décidé de se présenter ici avec l'intention de se marier avant la fin des 2 semaines. Il s'était même imaginé que Carcel avait attrapé une maladie vénérienne et qu'il était sur le point d'abandonner, et voilà qu'on lui demandait de trouver un héritier. Pour lui, ce garçon n'était rien par rapport à sa fille. Oui, et Inès n'en pouvait plus. Elle jeta un regard froid à son père, car il n'était pas convenable de traiter un invité de la sorte. Le seigneur Carcel était respecté dans la marine impériale et ne faisait pas commerce de son corps ni ne volait quoi que ce soit. Bien sûr, il avait de nombreux défauts que l'on pouvait critiquer sans déformer la vérité. Le duc de Valestina avait des raisons de le faire, après tout, sa fille ne rajeunissait pas avec les années. Mais l'homme ne comprenait toujours pas pourquoi elle mettait fin à son mariage. Son fiancé avait renié les plans de mariage et navigué sur les mers, sa colère était donc attendue. Mais Carcel ne se doutait pas que la famille d'Inès s'opposerait aussi fermement au mariage. Le fait que leur fiançailles n'ait pas encore été rompue est stupéfiant. Ce qui s'ensuivit fut une suggestion de s'accrocher à nouveau. Carcel comprit alors pourquoi le duc ne s'était jamais opposé alors qu'il ne cessait de trouver des excuses pour retarder le mariage. C'est ce qu'il voulait. Inès avait depuis longtemps dépassé l'âge du consentement à Ortega, et comme elle portait le nom de famille de Valestina, il n'y avait aucun problème pour recevoir des demandes en mariage d'autres familles dignes de ce nom. Ces fiançailles ont perduré jusqu'à aujourd'hui, sans compter que ni Valestina ni Escalante ne sont des familles nobles ordinaires. Elle ne jugeait donc rien à la légère. Même si Carcel n'aimait pas la fille, ou même ne s'intéressait pas à elle, elle voulait au moins de lui. Aujourd'hui, il s'est rendu compte d'une chose. Le sourire d'Inès était plus beau quand elle mentait. C'était la raison pour laquelle la jeune fille avait avoué son amour pour lui devant tout le monde. L'opinion de sa mère était différente de celle du duc, car elle l'aimait bien à l'origine. Inès, elle aussi, avait toujours dit qu'il était maladivement bon pour elle. Aujourd'hui, Carcel s'agaçait de voir Miguel s'approcher si près d'Inès. Sa mère était déjà ivre, mais elle réclamait toujours son attention. Elle admettait qu'elle voulait une fille différente d'Inès, mais toutes ses actions étaient décevantes. Il est clair qu'elle n'a pas toujours été comme ça. La jeune fille avait changé lorsqu'un jour elle avait été prise d'une terrible fièvre. Depuis, elle la décevait dans tout ce qu'elle faisait. Aujourd'hui encore, l'héroïne ressemble à une sorcière. Carcel supporterait-il de vivre avec elle? L'homme, lui, la trouvait très belle. Sa mère, voyant qu'il s'y opposait, fit tout son possible pour retarder le mariage. L'idée même de ce mariage l'horrifiait. Elle n'était guère indignée non plus. La mère demande à Carcel de changer sa propre fille qui, à ses yeux, est malade. C'est tout simplement insupportable. Elle avait l'impression qu'Inès consacrait toute la journée à l'embrouiller. Il lui semblait même que la jeune fille avait échangé son âme avec quelqu'un d'autre. Parfois, elle était aussi méchante que si elle était possédée par un démon. Quand elle était jeune, elle l'avait menacée de se mutiler. Sa mère avait pourtant suggéré que la jeune fille n'avait besoin que d'un relooking, c'est tout. Puis elle l'a ignoré, et la femme a décidé de lui donner une leçon en l'assommant pour qu'elle mette de meilleurs vêtements. Aujourd'hui encore, Inès se gavait de tout ce qu'elle trouvait. Quel genre de noble se comporterait ainsi? On ne pouvait pas dire qu'elle se maquillait, et Carcel l'avait vue s'habiller de ses propres yeux. Il n'en croyait pas ses oreilles. Une mère doit aider sa fille à se faire aimer de son mari et ne rien faire qui puisse ternir sa réputation, mais ce jour-là, Inès la regardait avec une telle colère. À partir de ce moment, le destin de sa fille ne dépend plus d'elle. Elle la confie donc au Seigneur. Bientôt, il devrait devenir son mari, et alors l'homme ne coucherait qu'avec elle. La femme se mit à rire, car la seule et unique fois où Inès avait réussi à obtenir son approbation, c'était lorsqu'elle l'avait fait sien en lui passant une chaîne autour du cou, alors qu'ils étaient jeunes. La duchesse est étonnée, car il n'a alors que 6 ans. C'est lorsque l'impératrice lui annonce que Carcel devra épouser Inès qu'il sanglote de peur. Une telle chose n'est pas prête d'être oubliée. Et la jeune fille était différente. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. C'est pourquoi sa mère voyait le diable en elle. Inès demanda pardon à son fiancé pour le comportement de son propre père, mais ce n'était pas grave, car le Seigneur lui-même était conscient de ses propres défauts.
La jeune fille se sentant coupable, elle demande à l'homme de ne pas prêter attention aux paroles de Léonel. Pourtant, il l'avait déjà fait. Carcel avait même fixé la date de leur mariage sans la moindre notification. Inès allait devoir porter l'affreuse robe de 27 ans de sa mère. Bien sûr, le lieutenant ne faisait que ce qu'il pensait être juste. Inès souhaitait simplement l'épouser, elle n'avait donc aucune objection. Elle l'attendait depuis longtemps, elle l'accepterait donc avec le sourire. Le Seigneur, quant à lui, savait que ses pensées n'étaient pas pures, mais il était trop bon pour être lié par des conventions. D'autant plus qu'Inès ne voulait pas le voir croupir sous le poids des règles et des obligations. C'était une chose de comparer un homme adulte à une fleur, mais Inès semblait lui laver le cerveau à présent. Mais pourquoi ferait-elle cela? À ses yeux, elle parlait comme si elle cherchait à contrôler son esprit. Quelles étaient donc ses intentions? Il l'a déjà embrassée, il a donc été très clair. L'héroïne expliqua qu'il s'agissait d'un effort pour lui mettre le sens du devoir dans la tête. Carcel est absolument scandalisé par l'emploi de ces mots, car il n'a pas poursuivi ses objectifs. Inès a dit qu'elle l'aimait bien, puis a affirmé le contraire. Elle disait ne pas vouloir gaspiller ses pouvoirs, mais elle le poussait activement au bord de la falaise, comme si elle avait hâte de s'en débarrasser. Peut-être qu'Inès n'a jamais aimé le Seigneur, mais qu'elle l'a détesté. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il était si en colère, car c'était Carcel qui avait fait le choix d'une vie désordonnée. Il lui semblait que l'incapacité du jeune homme à comprendre était due au fait qu'il ne se fiait qu'à son corps et négligeait la matière grise. Aujourd'hui encore, c'était un idiot avec une belle gueule. Il ne manquait jamais une occasion de parler de sa beauté. Mais Carcel, au contraire, le considérait comme un avantage. De plus, l'homme n'était pas du tout désireux de participer à ses fiançailles. Dans ce cas, Inès le libère de ses obligations et il lui promet qu'après le mariage, tout changera. Qu'est-ce qui a poussé un homme à se transformer en saint? Après tout, ils auront même des chambres séparées. La jeune fille ne veut pas se coucher avec les chiens, mais Escalante argumente, car les animaux doivent vivre parmi les humains. Une fois de plus, il ne voulait pas être lâché dans la nature. Leurs lèvres se touchent, ce qui les fait rougir tous les deux. Carcel lui fit remarquer de ne pas gaspiller ses forces simplement, d'autant plus que cela devenait trop dangereux. Il finit par se faire taper sur les doigts. Inès resta inflexible, n'exprimant ni joie ni colère. Cependant, la gifle ne vint pas au visage d'Escalante, mais à sa tête. On pouvait même penser au vu du coup que ce n'était pas la première fois pour l'héroïne. L'idée que ce soit sa première fois à lui l'accablait quelque peu. Il serait surpris de savoir combien de personnes ont envie d'être fessées. En outre, les chiens étaient censés courir dehors, d'après leur éducation. Les animaux ne devraient jamais être autorisés à entrer dans la chambre de leur maître, et encore moins dans le lit de Carcel. Puisque c'était un homme qui était à l'origine du projet, Inès décida de fixer elle-même quelques limites, après quoi viendrait le plus gros du travail. C'était la base même, sans laquelle il n'y avait pas moyen de faire autrement. Selon elle, si le couple veut faire plaisir à sa famille, il n'a pas besoin de se retenir. De toute façon, leur mariage était une blague, et elle porterait une vieille robe pour la cérémonie. Oh, et Carcel était un homme qui pataugeait en essayant d'éviter sa promise. Vu les circonstances, Inès aurait dit qu'il aurait pu trouver la situation amusante. Mais c'était un mensonge. Après tout, le Seigneur l'avait toujours considérée comme sa femme, et c'est pourquoi il l'avait embrassée. Carcel s'excusa de son impolitesse et de sa négligence, promettant de ne rien faire qui lui déplaise. Elle n'avait qu'à le demander. Inès était visiblement nerveuse, mais l'homme supposait qu'elle était d'accord avec tout. Sauf pour les baisers. Le temps passe et le jour du mariage arrive enfin. Au son des cloches, la mélodie du mariage retentit lors de la cérémonie. Inès est attendue devant l'autel par Carcel, qui est vraiment époustouflé par son apparence. La couleur blanche lui va à ravir. Un long contact visuel a gardé l'homme dans ses pensées jusqu'à ce que le couple prononce ses vœux et scelle son union par un baiser. Une cérémonie de mariage, empreinte d'une atmosphère de solennité et de piété, à laquelle seule la famille impériale et 17 familles nobles étaient conviées. Si cet événement ne peut être qualifié de grande envergure, aucune des parties n'a regretté d'y avoir participé. Car, quoi qu'on en dise, la situation restait calme et sereine. Et tout le monde était stupéfait par la beauté de l'héroïne. Carcel fut abordé par Iar,
qui remarqua que l'homme ne quittait pas des yeux la jeune mariée. Le nouvel homme était connu pour son côté vieux jeu, mais comparé à lui, Escalante était un saint. Le duc Valestina fit de son mieux pour lui faire comprendre qu'il y avait suffisamment d'autres jeunes hommes non corrompus qui pouvaient venir le remplacer en tant que marié d'Inès. Parmi eux se trouvaient Enrique Osorno, Leonardo Elveillard, qui ne s'écarterait jamais du droit chemin. Du moins, les autres le considéraient comme tel. Carcel s'amusa du fait qu'il était l'un des candidats, d'autant plus que l'homme avait tenu des propos grossiers à l'égard du marié le jour de son mariage. Cependant, Yar se contenta de constater qu'ils s'étaient trompés et qu'ils allaient perdre le pari, car maintenant, on comprenait pourquoi Escalante ne pouvait détacher son regard d'Inès. Il avait même imaginé que le jeune homme s'évanouirait au beau milieu de la cérémonie. Personne n'en croyait ses yeux, tout le monde pensait qu'il y avait une autre fille dans la famille Valestina dont personne n'avait jamais entendu parler. Évidemment, tout le monde était choqué. La jeune fille ne cessait de recevoir des regards surpris et admiratifs. Elle souriait gentiment à ceux qui la regardaient avec étonnement. Et elle ignorait ceux qui la gênaient. Son comportement était naturel, et dans la haute société, Inès avait toujours dominé les autres nobles. Mais elle était toujours elle-même, elle avait juste changé de coiffure et de vêtements. Malgré cela, le monde la traitait comme si tout avait changé en elle. Yar doutait que cela suffise aux mariés pour se contenter d'elle, car la nouveauté pouvait être enivrante. D'ailleurs, même son corps avait l'air différent. C'était une chance inespérée pour Carcel. Cependant, l'homme lui-même le nia puisqu'il l'avait déjà vu. Yar avait promis de ne pas se mêler de la partie, d'autant plus qu'il n'avait aucun pouvoir. Cependant, lorsqu'Escalante se lassait de la période des bouquets de bonbons, l'effronté souhaitait réconforter son épouse. Même s'ils l'avaient vue de leurs propres yeux, il n'arrivait toujours pas à croire que la femme qui dansait avec le lieutenant Escalante était vraiment l'Inès Valestina qu'ils connaissaient tous. Carcel a cependant dit à Yar que s'il en arrivait à la conclusion qu'il s'ennuyait dans la vie, il n'aurait qu'à le dire au lieutenant, qui se ferait un plaisir de l'interrompre. D'une manière ou d'une autre, les femmes le frôlaient, ce qui paraissait injuste pour son interlocuteur. L'homme avait tout ce qu'il voulait, et pourquoi ne pouvait-il pas attendre d'Inès qu'elle reste docilement à la maison ? De plus, si l'héroïne trouve un amant, il sera beaucoup plus facile pour Carcel de se débarrasser de la culpabilité alimentaire envers la femme qui est amoureuse de lui depuis qu'il a 6 ans. Et il y en a eu beaucoup comme Yar. Escalante a été abordé par son cousin, qui parlait du meilleur vin de la famille Valestina. Auparavant, il n'avait pas pu refuser une seule bouteille malgré ses supplications, mais il semblait que c'était à cause de Carcel, qui était devenu son beau-frère, qu'ils avaient dû se séparer après tout. Oscar aurait été plus facile à admettre si la jeune fille avait préféré Enrique Osorno. Mais pourquoi a-t-elle choisi Escalante? Aujourd'hui encore, ils sont très beaux ensemble. Après tout, comme on pouvait s'y attendre, Inès était d'une beauté à faire pâlir d'envie. Mais qu'est-ce qu'un célibataire comme le prince héritier pouvait bien savoir sur le mariage? Il s'amusait, après tout, car son épouse s'amusait maintenant avec un autre homme. Oscar a déjà 27 ans. Même après avoir été rejeté par Inès à l'âge de 9 ans, il avait secrètement poursuivi ses tentatives infructueuses pour la courtiser. Finalement, il fut fiancé à la nièce du marquis Barça, qui atteignait l'âge du mariage, car Inès avait 22 ans. Le prince refusa de se marier, invoquant la jeunesse de la jeune fille. Il n'eut que quelques mots avec Inès, et la raison en fut simplement que le refus était trop catégorique. Désormais, le prince héritier ne cesse d'inciter Carcel à faire de même. Pourtant, lors de leur première danse, le sourire du personnage principal était tout à fait normal. Cependant, Oscar pensait qu'il était faux. Cela a probablement provoqué Escalante, qui a bu dans le verre de sa femme, ce qui est inacceptable, même pour un prince. Soudain, on parla d'Yar qui, selon Oscar, allait devenir chauve comme son père. Cependant, il a même donné un conseil à Carcel et lui a dit de faire attention à lui. L'homme a plaisanté sur le fait que son interlocuteur avait le même front que son père, ce qui a mis le prince héritier très en colère. Il était maintenant curieux de savoir si le fait d'avoir la même forme signifiait qu'ils finiraient tous les deux par avoir la même ligne de démarcation des cheveux. Au bout d'un moment, Inès eut faim, mais Johanna lui avait interdit de manger, car elle risquait d'avoir une bedaine pendant sa nuit de noces. Si seulement c'était le but. Elle avait eu le temps de goûter suffisamment de viande au banquet. Même la duchesse l'avait regardée, mais elle ne pourrait pas tuer sa fille parce qu'elle était maintenant Escalante.
La fille avait tellement changé, elle avait toujours dit auparavant que même la fréquentation d'autres nobles lui plaisait. Juana parlait de la façon dont tout le monde dans la salle levait les yeux vers la dame, comme s'il voulait sortir avec elle. Le duc et la duchesse ont d'abord été contents, mais ils se sont ensuite inquiétés. Ils ont même voulu distribuer des numéros aux hommes qui faisaient la queue. Inès pensait qu'ils ne s'intéressaient pas à elle, mais à l'art créé par les mains de Juana. La jeune fille croyait que sa dame était toujours belle. Les gens eux-mêmes étaient limités, surtout les jeunes hommes. Ils flirtaient même ouvertement avec elle, et les señoritas commençaient à se comporter de façon si amicale avec la protagoniste. Il fut un temps où Inès aussi était limitée, même plus qu'eux. Bien que Juana ne se souvienne pas d'une telle chose. Quoi qu'il en soit, cela aurait pu être mieux, car la jeune fille ne portait pas une seule robe sur mesure. Inès, quant à elle, souhaitait conserver l'atmosphère tranquille du mariage. Elle n'avait jamais eu l'occasion de participer à un mariage après sa première vie, mais même ce petit échantillon suffisait à l'épuiser. Lorsque l'héroïne vivait cette vie, chaque jour était une pathétique tentative de survie, même si cela semblait être un sujet de plaisanterie sur le moment, mais la colère et le désespoir n'étaient pas un sujet de plaisanterie. Mais la colère et le désespoir ne sont pas des sujets de plaisanterie. Bien que ses souvenirs soient devenus plutôt flous, une nuit les avait tous justifiés. Mais à présent, Inès n'était que trop consciente de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle ne pouvait pas permettre que Carcel soit humilié ou méprisé, après tout c'était son premier mariage. Tout au long du mariage, Inès ne lui ferait aucun mal et ne se déroberait pas à ses devoirs d'épouse. La jeune fille ne lui donnerait pas une seule raison de divorcer, et le reste de son plan devrait se dérouler sans problème. Maintenant, elle va passer à la chambre à coucher, après tout, ce n'est que le début. La cérémonie de mariage et le banquet ont été organisés uniquement pour amuser les autres. La conclusion du contrat de mariage proprement dit, cependant, s'achevait la nuit de noces. Dans le monde aristocratique, si rien n'était accompli cette nuit-là, le mariage pouvait être simplement annulé le lendemain, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Pourtant, même un mariage pleinement consommé peut se transformer en néant si je ne respecte pas les conditions imposées par chacune des parties. Bien sûr, cela n'arrivait pas souvent. Tout ce qu'il voulait, c'était que la nuit de noces se passe bien. D'ailleurs, Carcel a dit qu'Inès voulait toujours ce mariage. Le duc de Valestena menaçait sans cesse d'annuler le mariage en cas d'ingérence, mais il était incapable de le réaliser tant que sa fille voulait maintenir le mariage en vie. Elle tourmentait le jeune marié dans ses rêves et dans la réalité, et ses souhaits semblent avoir été supprimés à cette époque. Le temps s'écoula péniblement, et lorsqu'il vit Inès telle qu'il l'avait imaginée, il pensa que Carcel allait perdre la raison. Il pria donc pour que la nuit passe vite. Et que le monde soit aussi ordonné que ses rêves. Le nom d'Inès Escalante serait ajouté à l'arbre généalogique des Escalantes, et Carcel l'emmènerait loin du duc, dans un endroit où il pourrait être seul, dans un nouveau manoir sur la côte de Calstla. Il ne croyait pas que ce jour viendrait, mais il était là. Sans aucun doute, l'homme se croit désemparé. Au moment d'envoyer la demande en mariage, il avait décidé qu'ils passeraient leur lune de miel non pas à Mendoza ou à Esposa, mais à Calstla, où sa flotte était amarrée. Carcel jura que cela ne changeait pas grand-chose, et que la raison n'était certainement pas qu'il désirait être seul avec elle. Peut-être l'homme était-il tombé amoureux d'Inès après tout. Se pourrait-il qu'il soit maintenant amoureux d'Inès? Les gens discutaient de la femme qui était devenue l'épouse de l'arrogant Escalante. Elle semblait particulièrement séduisante. Et il voulait trouver un moyen de la séduire. La beauté d'Inès Valestena dépassait toutes les attentes, mais elle ne pouvait pas, à leur avis, soutenir longtemps l'intérêt d'Escalante. Et maintenant, ils avaient hâte qu'il lui tourne le dos. Il n'y a rien de plus facile que de réconforter une femme au cœur meurtri. Elle apparut dans une pièce plongée dans l'obscurité, mais le bruissement de sa robe emplissait l'espace et résonnait dans les oreilles. Leurs deux cœurs battaient à tout rompre. Carcel avait craint qu'elle ait fait tout ce chemin sous cette forme. C'était vrai, et Inès ajouta même qu'elle avait toujours eu quelque chose d'exhibitionniste en elle. Mais c'était une plaisanterie. L'héroïne l'invitait dans son lit et faisait le premier pas en sautant la bretelle de sa chemise de nuit. Il devrait se déshabiller d'une manière ou d'une autre, elle essayait seulement de lui faciliter la tâche. A-t-il besoin d'aide pour se déshabiller? Inès avait entendu dire que certaines personnes aimaient rester habillées, alors elle n'avait rien contre le fait de se rhabiller. Mais
Carcel l'arrêta, lui demandant de ne pas faire une telle chose devant lui. Il prit Inès dans ses bras et la couvrit de compliments. L'homme décida de l'aider, puisqu'elle avait dépensé tant d'énergie pour ses invités. Inès, de son côté, essayait de deviner pourquoi son mari avait réagi de la sorte. Après tout, elle n'avait perdu que quelques vêtements. La mer calme, le soleil qui se lève sur la forêt, le feu de camp devant la cabane. Elle ne voulait penser qu'à des choses paisibles. Après tout, c'est elle qui avait planifié ce mariage, et leur nuit de noces faisait partie intégrante de ce plan. Inès était maintenant mentalement préparée et convaincue que Carcel ne tarderait pas à s'endormir. Ce n'était rien. Mais pour une raison quelconque, l'homme n'était pas pressé, et le visage d'Inès parlait comme si la jeune fille était entrée sur le champ de bataille. Elle essayait seulement de lui rappeler son devoir en l'appelant Escalante, même au lit. Mais ce n'était qu'une habitude. Après tout, Inès porterait désormais aussi ce nom de famille, et si elle continuait à appeler son mari, il serait difficile de savoir si l'héroïne le faisait pour lui ou pour Miguel. Mentalement, elle ne comprend pas du tout ses discours, car il est bien ficelé. C'est tout à fait normal, et pourtant Inès ne s'attendait pas à ce que son mari devienne aussi grand. Carcel lui avait demandé de crier son nom quand elle se sentait bien pour que tout le monde l'entende à l'extérieur. Mais comme il était interdit d'embrasser les lèvres, il commença par le cou. Mais ce n'était pas la question. Il semblerait qu'ils doivent maintenant la soigner de la tête aux pieds pour comprendre ce qui lui est interdit. Elle y prenait plaisir cependant, ce qui lui donnait la chair de poule. Sauf que l'homme ne faisait encore rien d'étrange. Inès le supplia de ne pas le faire, mais seulement d'essayer de la faire se sentir bien. Il voulait savoir ce qu'elle aimait et ce qu'elle n'aimait pas. Pour qu'il s'en souvienne. Inès recommença à dire qu'elle ne voulait pas de ce mariage. C'est lui qui avait envoyé la demande en mariage, qui avait même soudainement exigé de son père qu'il la lui cède dans les 15 jours, et le duc l'avait couvert de malédiction. C'est le mariage que Carcel souhaitait en fin de compte. Qu'il s'apprécie ou n'en avait plus d'importance. Tous deux désiraient ce mariage, et c'était la réalité de leur mariage. Et Inès s'efforçait toujours de ne pas le reconnaître. Car elle avait l'habitude de contrôler l'homme, en prétextant que le mariage n'était désiré que par elle. Mais Carcel la voulait entière, y compris ses mauvaises habitudes. Pourtant, il aimait bien les mauvaises femmes. Si le seul but d'Inès était de tomber enceinte, il n'y avait besoin de rien d'autre, c'était vrai. Le héros s'en accommodait. Cependant, Inès lui disait maintenant de la prendre comme un animal. De la prendre contre son gré, sans se soucier le moins du monde de ses sentiments. Sauf que l'héroïne avait déjà donné son accord pour tout. Mais Carcel continuait à lui arracher des mots comme quoi elle ne voulait pas de lui parce qu'elle le trouvait sale. Il aurait été plus facile pour lui d'accepter qu'Inès veuille juste en finir rapidement, parce qu'elle préférait ne pas coucher avec un libertin comme lui. Elle était d'une pureté de corps telle qu'il n'y aurait rien à lui dire. Pourtant, la jeune fille souhaitait qu'ils s'entendent, qu'ils vivent en paix. Pour que Carcel puisse en faire ce qu'il voulait. Et comme l'homme ne pouvait pas se boucher les oreilles, il voulait au moins couvrir les lèvres de l'héroïne. Mais il n'avait pas le droit d'embrasser ses lèvres, pas le droit d'être en colère, ni même de vouloir découvrir son passé caché. La fille isolée était allongée avec le type qui était la seule exception dans sa vie, et le type avait pitié d'elle et s'intéressait à elle. Elle l'avait autrefois captivée, et Carcel avait eu la satisfaction de croire qu'il était peut-être le monde entier pour elle. Aujourd'hui, elle avait l'impression que cela devenait de la poussière. La duchesse, quant à elle, ne pouvait croire que le jour était enfin arrivé. Les événements d'hier lui paraissaient si irréels qu'elle avait l'impression de rêver. Un énorme fardeau venait enfin de s'envoler. Elle se demande ce qu'elle a fait de mal pour mériter cette honte. Inès était enfin une femme. Sa mère s'inquiète de la voir porter ses affreux haillons noirs pour le reste de sa vie. Le duc demande à Olga d'arrêter. Mais maintenant, ses larmes commencent même à couler de bonheur. Elle aurait préféré envoyer sa fille dans un couvent, afin de ne pas jeter l'opprobre sur le nom de la famille. La femme ne s'inquiète pas de la réaction d'Inès elle-même. Mais Carcel prend sa défense et menace de suivre l'exemple de sa femme et d'ignorer Olga. Si elle aimait vraiment sa fille, elle aurait davantage peur de la blesser que de voir ses paroles ignorées. Un long voyage les attendait jusqu'à Castella, aussi l'homme s'excusa-t-il de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Les parents d'Inès affichèrent un air de surprise, mais pas un air agréable.
N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt, mes chéris.